Bonjour, mon nom est Pascal Gagné et je suis le coordonnateur TSAF à Health Nexus. Je suis très enthousiaste aujourd'hui à l'idée de pouvoir parler de TSAF et sexualité et principalement des outils d'intervention dans le cadre du colloque SAFERA. Donc, merci de m'avoir invité et je suis très très heureux de pouvoir discuter de quelque chose dont il n'y a pas beaucoup d'informations disponibles, à savoir comment aborder le sujet délicat euh, de la prévention et de l'éducation sexuelle avec des personnes qui ont un trouble neurodéveloppemental. Donc, la première chose que je veux dire, c'est que c'est important d'encourager l'exploration d'une sexualité de manière sécuritaire et positive. Évidemment, il y a toutes sortes de statistiques qu'on pourrait citer, mais c'est pas le cadre de cette présentation-là aujourd'hui. C'est plus sur la façon de réaliser des interventions et de parler de sexualité au quotidien, que ce soit euh, des parents ou des professionnels qui décident d'aborder ces sujets difficiles. Et donc, la sexualité, le TSAF, comporte beaucoup de vulnérabilités liées aux troubles. On sait que, par exemple, c'est difficile de comprendre certaines règles quand elles sont informelles. Il y a beaucoup euh, d'impulsivité ou de dysmaturité qui mènent à des comportements sexuels parfois inappropriés ou à des risques euh, d'avoir des expériences négatives. Donc, c'est important de parler de sexualité, c'est important de le faire souvent pour prévenir les comportements ou les situations dangereuses et d'encourager les gens à vraiment prendre confiance en eux et à développer des relations socio-affectives qui sont positives, significatives et qui le font dans un contexte sécuritaire et sain. Donc, pour intervenir et parler de sexualité, des fois on a besoin d'une fiche ou d'un outil ou en fait de quelques ressources que ce soit pour briser la glace parce qu'on est parfois gêné, parce que c'est parfois délicat de le faire dans un contexte professionnel. Et pour le TSAF, ça requiert d'avoir une intervention qui est axée sur le profil neurodéveloppemental de l'individu. Donc, on va adapter l'intervention selon les forces et les faiblesses de la personne, que ce soit si le langage expressif est très bien, ben on va utiliser des termes plus sophistiqués. Si par contre il y a des problèmes de mémoire, on va répéter plus souvent. Si la personne a de la misère à contrôler ses impulsions ou ses sentiments, ben là on va travailler ensemble sur les techniques de respiration, de pleine conscience. Donc, en général, la répétition, c'est une bonne idée. On parle en termes très concrets, parce que les personnes avec un TSAF vont avoir de la misère à comprendre les métaphores ou les doubles entendre. Donc, vraiment de ne pas utiliser des métaphores du genre le chou ou euh, la cigogne a amené le bébé. Donc ça, c'est clair que si on dit ça à une personne qui a le TSAF, elle ne comprendra pas, elle va imaginer une cigogne. Euh, et finalement, s'il y a de la rétroaction ou des éléments plus difficiles ou délicats à aborder, on utilise la technique du sandwich, c'est-à-dire on commence avec quelque chose de positif ou d'anodin, on parle de la chose un petit peu plus difficile, un petit peu plus délicate, et après on retourne avec quelque chose de positif ou euh, on change le sujet délicatement. Donc comme ça, c'est pas trop confrontant, puis ça permet de passer d'une discussion euh, plus facile à des éléments moins faciles, mais finir sur une bonne note. On va pas commencer directement avec hier, tu as fait tel comportement qui était inapproprié ou tu as tel désir et voici mon opinion sur ce désir-là. Donc, si c'est pas sollicité, s'il n'y a pas eu euh, de, de conversation préliminaire à ces discussions-là, ben c'est sûr ça va être mal reçu l'intervention. C'est des choses de base, mais c'est important de le répéter. Quand on communique sur des sujets délicats, sensibles, il faut toujours avoir un espace sécuritaire où les gens se sentent accueillis, où on est privé pour pouvoir discuter. Donc, les outils d'intervention comprennent plusieurs types. Les pictogrammes, c'est l'un d'entre eux. Ça a surtout été développé pour les personnes avec de l'autisme. Il y en a qui vont représenter des organes génitaux, il y en a qui vont représenter des situations
Par exemple, c'est la droite sur les endroits où c'est permis de se toucher ou non, donc public-privé. Donc la distinction public-privé peut être difficile, par exemple, à quelqu'un qui a un trouble neurodéveloppemental à saisir. C'est un peu abstrait, savoir pourquoi le salon versus ma chambre à coucher, quelle est la différence. Donc, c'est deux endroits où je suis assis ou couché pour dormir. Donc, c'est des choses comme ça qu'il faut expliquer, puis juste rendre clair et explicite. Puis, vous verrez par exemple que les pictogrammes sont explicites. On ne va pas avoir des pictogrammes qui sont trop flous qu'on ne comprend pas. On veut vraiment avoir une représentation qui soit non sexuelle, mais qui soit sexuée, donc pour que les gens puissent comprendre et vraiment voir qu'est-ce que ça veut dire. Donc, sinon, le risque, c'est d'avoir certaines étapes ou certaines représentations erronées chez les personnes avec un trouble neurodéveloppemental. Par exemple, si on dit mettre un condom, garder un condom dans sa poche, pardon, ben là, la personne ne va pas comprendre qu'il faut dérouler le condom et le mettre sur l'organe génital. Et donc, c'est pour ça que les représentations dans l'éducation sexuelle, on va avoir vraiment des images explicites sur comment faire pour pas qu'il y ait aucune ambiguïté euh, et que, dans le fond, le message passe très bien. Donc, si on prendrait une banane, par exemple, pour dérouler un condom, ce serait pas évident que la personne pourrait comprendre ah, je dois dérouler ça sur mon pénis. La personne pourrait voir des bananes et dire ok, ben faut mettre un condom sur une banane, tu sais, et serait un peu mélangé. Un autre outil qu'on peut utiliser, c'est les arbres de décision. Par exemple, je demande à mon blonde ou à mon chum si il ou elle veut faire l'amour. Euh, donc, la personne va me répondre oui ou la personne va me répondre non. Et donc, si on est dans la première alternative, ben là, il y a deux décisions. Soit on va dans un endroit privé avec la porte fermée, nous sommes seuls, et là, on peut envisager la relation sexuelle, ou on attend qu'on soit dans un endroit privé, que nous soyons seuls, et il n'y a pas de relation sexuelle. Donc ça, c'est très clair. Ça permet, en fait, aux gens de savoir exactement quoi faire, et on va même encourager les personnes avec un TSAF à verbaliser leur consentement. Donc, on va demander à dire, c'est les règles de David Boulding, tout le monde doit dire oui à voix haute pour avoir un rapport sexuel. Si la réponse est non, alors on donne un script à la personne, je dis OK et je respecte sa décision. Donc la personne va savoir que le consentement a deux options. Soit on fait l'amour dans des bonnes circonstances, et là on brise les petites circonstances avec l'arbre de décision, ou on accepte et on comprend, et après on peut réfléchir avec la personne sur pourquoi les personnes pourraient vouloir dire non. Donc est-ce que c'est parce qu'elles sont intéressées ou non? Est-ce que c'est parce que ce n'est pas le bon endroit? Est-ce que c'est parce que la personne n'a juste pas envie en ce moment? Donc, toutes sortes de choses comme ça. Il y a le modèle SACAD au Québec qui s'inspire beaucoup de ça. Je vous invite à consulter cette ressource-là. C'est merveilleux les progrès qu'ils font avec l'autisme. Donc, modèle SACAD ressemble énormément à cela. Il y a ensuite les formules. Donc, il y en a qui vont faire ça avec des pictogrammes, il y en a qui vont le faire avec des fiches d'information. L'idée, c'est que tu as comme une recette et il faut tous les éléments de la recette pour pouvoir passer à la prochaine étape ou au contraire, tels éléments semblent d'une situation indésirable. Donc, ceux qui ont un esprit plus mathématique ou qui réfléchissent autrement, ça peut être une façon de réexpliquer en fait un scénario social autrement. Donc, dans l'exemple par en haut, il est interdit pour un adulte d'avoir des actes sexuels avec un enfant. Donc, personne adulte plus un enfant égale interdit. Donc, personne adulte ou un enfant plus un animal est interdit. Donc, bestialité, c'est très clair. Et l'ambiguïté n'existe pas. Donc, une personne qui a un trouble neurodéveloppemental pourrait dire, ben, une caresse sur l'épaule, une caresse sur le sein, je vois pas la différence, tu sais, donc c'est juste une caresse, c'est une façon de démontrer de l'affection. Mais cette subtilité-là, sur où c'est approprié, à quel endroit c'est approprié, ben c'est là où, par exemple, un dessin avec différents cercles rouge, vert, jaune, comme on le fait en autisme, peut indiquer à la personne très clairement cette zone-là est acceptable de toucher, cette zone-là est inacceptable. Par exemple,
le visage serait une zone inacceptable de toucher, les organes génitaux, les seins, mais la main pourrait être correcte ou jaune, ou l'épaule pourrait être jaune ou vert. Donc c'est ce genre de subtilité-là qu'on veut enseigner aux personnes avec un trouble neurodéveloppemental. Ensuite, les fiches d'information. Donc, par exemple, le consentement peut être expliqué avec des images. Ici, on a le consentement doit être clair, libre, éclairé, actualisé. Donc, c'est plusieurs choses. C'est des phrases, c'est des pictogrammes, c'est plusieurs techniques. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que cette feuille-là contient toutes les informations que la personne doit avoir. Donc, si elle a un cartable, qu'elle peut garder, ou si elle a un poster qu'on distribue, cette fiche d'information-là, c'est un aide-mémoire. Ça permet, dans des situations délicates, à la personne de réfléchir et de pouvoir consulter, et c'est une source d'information fiable. Donc, contrairement à certaines personnes qui vont demander de l'information à leur ami ou à d'autres personnes avec un trouble neurodéveloppemental, dire OK, elle a dit non, mais ça voulait dire oui. Donc, c'est pas un bon conseil, mais ça, avoir ces fiches-là, c'est une source d'information fiable. Donc, quand on rend ça clair avec la personne, ça évite toutes sortes de soucis ultérieurs. Donc, si c'est la fiche ou si c'est une personne, c'est c'est une source d'information fiable. Donc, c'est ça qu'on veut mettre de l'avant. Une chose que j'aime beaucoup, moi, personnellement, c'est les histoires sociales. Donc, c'est Carol Gray qui avait développé ça en premier avec l'autisme. Travail de base. Là, ici, il y a les livres de Kate Reynolds qui sont vraiment chouettes sur ce que Elsa aime, ce qu'Elsa aux toilettes, ce que Tom aime, qu'arrive-t-il à Tom. Donc, des livres qui parlent en fait de la masturbation, des espaces publics-privés ou encore de la puberté. On sait d'ailleurs, c'est les étapes de développement pour l'exploration de la sexualité. On commence avec la curiosité pour les parties génitales, ensuite pour les relations socio-affectives et enfin les désirs pratiques sexuels qui requièrent en fait de l'éducation sexuelle plus spécifique. Donc c'est un peu les sujets d'intérêt des gens, et il n'y a pas forcément une personne ou une source d'information disponible pour traiter de ces questions-là. Et quand on a un trouble neurodéveloppemental, c'est difficile parfois de mettre les mots sur la façon dont on se sent et comment trouver des réponses à nos questionnements. Donc, ces petits livres-là sont très utiles parce qu'ils permettent, avant ou pendant la période d'exploration, de pouvoir faire du sens de ces changements et d'explorer sa sexualité. Donc, les différents types d'histoires sociales qui existent, moi j'en ai utilisé quelques fois avec des personnes. Il y en a qui vont privilégier une histoire complète, il y en a qui vont avoir juste un pictogramme, il y en a qui vont utiliser en fait des fables avec des animaux. Ma préférence, c'est vraiment une image très simple avec une phrase, puis on raconte en fait ce qui doit se passer, et c'est une façon qui ne confronte pas l'individu de parler du comportement ou de la situation problématique ou d'une situation hypothétique dans une optique de prévention. Donc, plutôt que de dire « Ah ben, tu sais, comment vois-tu le comportement que tu as eu hier? Tu t'es masturbé dans le salon, c'était inadéquat. » On va plutôt dire « Voici une situation. Une personne se masturbe dans le salon, c'est inadéquat. Pourquoi est-ce que c'est inadéquat que cette personne-là se masturbe dans le salon? » Et là, la personne va réfléchir, elle va dire « Ben, il y a ça qui est pas correct. » Puis là, tu peux dire « Ah, non, mais ça, c'est pas correct parce que blablabla, blablabla. » Donc, ça permet de traiter du sujet sans que ça soit d'assigner du blâme. C'est vraiment de cibler plutôt la façon dont on peut réagir à la situation. Donc, dans ma première histoire ici, exemple, Claude s'est fait de nouveaux amis en ligne. Donc, le but de cette histoire-là, évidemment, c'est parler de prédateurs sexuels en ligne ou de parler d'images pornographiques juvéniles, donc du sexting, toutes les problématiques qui sont reliées à la jeunesse et à la téléphonie
mobile, que ce soit avec ou sans trouble neurodéveloppemental. Donc, l'idée, c'est qu'on commence avec cette phrase-là. Et là, on peut élaborer sur la phrase. On peut rajouter une autre phrase avec une autre image et dire les amis de Claude ne sont pas nécessairement des bons amis. Claude a envoyé des images pour pouvoir se faire aimer de ces amis-là. Les amis lui ont demandé des images de ses seins. Claude a pensé à envoyer ces images. Elle a réfléchi et elle a demandé à ses parents est-ce que je devrais envoyer des images de moi nu? Claude a eu l'information de ses parents ou de son professeur. Elle sait maintenant qu'elle ne doit jamais envoyer des images d'elle-même nue. Pourquoi pensez-vous que Claude ne devrait pas envoyer d'images d'elle nue? Ah, peut-être parce que les gens pourraient utiliser les images pour des mauvaises raisons. Avez-vous pensé à ça? Quelles sont les mauvaises raisons? Ah, ok. Je suis content d'entendre ton opinion sur ça. Et donc là, blablabla, on discute la situation hypothétique et le jeune va dire son opinion. Ça pourrait être une opinion du genre Claude fait bien parce qu'elle va être populaire, parce qu'elle va avoir plein d'amis si elle envoie des photos de son vagin ou de son pénis. Et là, c'est là où on peut attraper on peut prévenir en fait le comportement en question, dire ah ben voici ce qui arrive si on partage son pénis ou son vagin en ligne des photos. Mais il va avoir ça comme conséquence. Et là, la personne n'a pas nécessairement une compréhension des conséquences. Quand on a un TAF, le lien cause et effet est difficile à saisir. À cause que c'est ça le problème du trouble neurodéveloppemental, c'est le raisonnement cause et effet. Donc là, c'est là où on peut travailler sur des mécanismes de prévention et de voir est-ce qu'il y a des vulnérabilités chez tel ou tel individu. Une deuxième histoire, par exemple, qu'on pourrait aborder, c'est celle où Charlie aime quelqu'un mais ne sait pas comment l'exprimer. Donc, ici, on adresse le comportement qui serait d'être trop intense, de vouloir harceler les gens pour avoir un rapport sexuel, ou au contraire de ne jamais exprimer ses sentiments et de garder tout ça à l'intérieur et avoir la frustration. Donc là, c'est un parfait exemple où il n'y a pas vraiment de script social dans les livres ou on voit ce qui se passe dans les contes de fées ou dans les films, mais c'est très rare qu'on va tuer un dragon. C'est très rare qu'on va, comme dans un film, offrir une boîte de chocolat et un bouquet de roses et la personne va tomber en amour avec soi. Donc là, on a besoin d'avoir des scripts sociaux, surtout quand on a un trouble neurodéveloppemental où c'est difficile de naviguer entre les lignes et de faire la distinction entre la fiction et la romance et la vie de tous les jours. Et quand on parle de sexualité, il y a beaucoup de personnes avec un trouble neurodéveloppemental qui vont aller regarder de la pornographie pour pouvoir s'informer. Mais c'est pas idéal parce que justement, en faisant ça, il y a toutes les règles et toutes les règles manquent. Il n'y a pas, par exemple, de préliminaire, il n'y a pas de discussion du consentement dans la pornographie. Toutes ces choses-là manquent. Donc, la personne avec un trouble neurodéveloppemental pourrait regarder la pornographie et penser que c'est ça la réalité alors que ce ne l'est pas. Donc, dans le cas ici, l'histoire sociale dirait quelque chose du genre Charlie va regarder son ami et lui sourire. La personne sourit en retour. Ah, la personne se sent à l'aise avec Charlie. Charlie peut se rapprocher plus près de celle-ci. Celle-ci semble à l'aise et ne recule pas ou n'exprime pas de gêne. La gêne s'exprimerait par exemple avec la personne fronce ses sourcils ou détourne le regard. Donc, si la personne soutient le regard, sourit, se rapproche, donc c'est d'expliquer ces subtilités-là et d'être capable vraiment de briser en petites étapes la façon dont on communique ses sentiments envers autrui. Troisième histoire. Par exemple, Claude commence à fréquenter Charlie. Donc là, c'est l'occasion de parler des choses importantes par rapport à des relations saines et équilibrées. L'image, par exemple, qu'on a choisie du maquillage. Donc, on pourrait dire Charlie essaie d'avoir l'air plus... Claude, pardon, essaie d'avoir l'air plus vieille qu'elle l'est véritablement pour plaire à Charlie, parce que Charlie est plus âgé. Est-ce que c'est approprié? Combien de maquillage ou comment devrait-elle se maquiller? Est-ce que c'est correct de se maquiller beaucoup, beaucoup, beaucoup quand on a 11 ans? Non. Est-ce que c'est correct de se maquiller plus si on a 16 ou 17 ans? Pourquoi? Est-ce que c'est correct de se maquiller le matin si on va travailler d'une manière
et de s'habiller de manière légère si on va travailler, ou c'est une façon qu'on s'habille quand on sort dans un rendez-vous galant avec quelqu'un d'autre. Donc, de tout naviguer ces subtilités-là par rapport à est-ce que c'est une bonne façon de fréquenter quelqu'un, comment on fréquente en fait, puis quelles sont les attentes réciproques par rapport à une relation. Donc, cette histoire-là peut aller dans toutes sortes de directions. On peut rajouter d'autres images avec d'autres phrases. On peut aussi continuer le scénario à voix haute. C'est vraiment d'avoir un dialogue avec la personne, puis de pas trop parler de choses différentes en même temps. Donc, chaque histoire sociale, comme dans ce cas-là, vise à cibler un comportement ou une situation spécifique. Quatrième histoire. Donc, Jordan s'est fait quelques amis. Et là, Jordan est dans un parc. On peut élaborer l'histoire sur le fait que c'est du monde qu'il connaît pas, qu'il connaît très peu. Donc, Jordan s'est fait des amis dans une gang d'amis. Ça peut être des gens qui essaient de monter Jordan contre sa famille, ses proches ou ses autres amis. Essaient de l'isoler pour qu'il fasse partie d'un cercle restreint et là, parler éventuellement de trafic sexuel ou de trafic humain. Donc là, c'est comme ça qu'on peut amener l'histoire à comment Jordan ne connaît pas vraiment les amis qu'il fait. Les amis prétendent qu'ils sont là pour Jordan, mais quand Jordan a des problèmes, ils ne l'écoutent pas et ils ne sont pas là pour lui. Quand Jordan a, par exemple, eu une crevaison avec son pneu, ses amis ne sont pas venus l'aider. Ils ont ri de lui. Donc, on peut prendre des petits exemples comme ça qui démontrent très clairement c'est quoi la réciprocité, c'est quoi une amitié saine. Cinquième histoire. Alex a beaucoup d'amis. Qui parmi les personnes sur la photo est un potentiel partenaire sexuel ou romantique? Donc, si Alex a 17 ans, est-ce que la personne au centre est appropriée? Oui. Est-ce que la personne à droite est appropriée? Oui. Est-ce que la personne à gauche est appropriée? Non. Pourquoi? Ah ben parce qu'elle est avec des cheveux blonds. Est-ce que c'est parce qu'elle porte un chandail orange? Non, c'est parce qu'elle est trop jeune. Pourquoi elle est trop jeune? Donc, parce qu'il y a trop d'écart d'âge entre Jordan, qui a 17 ans, et l'âge de cette personne-là. Donc, c'est là où est-ce qu'on est capable d'expliquer vraiment des choses très simples sur quand c'est approprié d'avoir une interaction qui soit plus de l'amitié, quand c'est approprié d'avoir une interaction qui est plus de la séduction ou un rapport sexuel. Et c'est là où on explique non seulement les différents contextes où une relation socio-affective est appropriée, mais avec les différentes personnes avec lesquelles c'est le cas. Sixième histoire. Drew n'aime pas l'eau. Donc là, c'est une histoire sociale sur l'hygiène. Dans ce cas-ci, on va aborder le fait que c'est important de prendre une douche à chaque matin, même si on n'aime pas l'eau. Donc, l'histoire sociale irait dans cette direction. On dirait, Drew, par exemple, n'aime pas se laver. Elle n'aime pas se laver parce qu'elle n'aime pas le savon. Drew n'a pas dit à ses parents qu'elle n'aimait pas se laver à cause du savon, qui sent mauvais. Donc, elle refuse de se baigner à chaque matin. Ses parents disent à Drew, « Aimes-tu le savon? » Drew répond non. Les parents l'amènent magasiner un savon qui ne sent rien. Drew est très content et il recommence à prendre une douche. Et donc là, problème réglé, l'histoire est là. Et là, la personne pourrait dire, oui, mais qu'est-ce qui arrive si Drew n'aime pas les serviettes? Les serviettes lui font mal à la peau, elles ne sont pas douces. Ok, ben c'est peut-être l'assouplissant des serviettes pour les laver, c'est peut-être la serviette, le tissu. Donc c'est là où on peut trouver des solutions. Et l'histoire sociale amène non pas seulement à décrire un comportement ou une situation, mais chemine le professionnel ou le parent vers l'intervention. Septième histoire. Donc, dans ce cas-ci, Kennedy démontre de la curiosité à propos du sexe. Kennedy pourrait vouloir lire des informations, poser des questions, et c'est là où on peut parler, par exemple, des personnes avec qui Kennedy pourrait s'informer, des sources fiables d'informations qu'elle pourrait avoir, du type de questions qu'elle a. Donc, l'histoire sociale peut aller dans plein de directions. L'idée, c'est vraiment de donner des balises par rapport à comment
procéder. 8e histoire. Taylor n'utilise pas de préservatif. Alors, on peut raconter l'histoire. Taylor n'utilise pas de préservatif. Elle a couché avec 2 ou 3 garçons. Elle ne s'est pas protégée. Elle ne savait pas si elle était menstruée. Elle prend un test de dépistage ou un test de grossesse et elle se rend compte qu'elle a un préservatif, qu'elle a soit une ITSS, soit qu'elle est enceinte. Et là, qu'est-ce que va faire Taylor? Taylor peut garder l'enfant ou Taylor peut se faire avorter. Donc là, on va parler, selon l'histoire sociale, selon le sujet qu'on veut discuter, de la façon de se préserver, d'utiliser des préservatifs, pardon, de la façon dont on fait du dépistage, de la façon dont on communique à propos de problèmes de santé sexuelle ou de grossesse avec un professionnel de la santé ou même du personnel de soutien. Ça peut être, par exemple, que Taylor n'a pas d'argent pour acheter des préservatifs. Alors peut-être que Taylor ne sait pas qu'elle doit utiliser un stérilet. Peut-être que Taylor pense qu'elle doit utiliser la pilule, qu'elle veut l'utiliser la pilule, mais qu'elle a oublié d'utiliser la pilule. Donc, parce à cause de son trouble neurodéveloppemental. Donc, ça peut être des petites choses comme ça qu'on peut aborder avec cette histoire-là. 9e histoire. Max démontre de la curiosité à propos de la masturbation. Donc là, on peut parler des façons de se masturber. Donc, Max n'a pas utilisé, par exemple, de lubrifiant. Donc, Max est irrité et n'a pas aimé son expérience. Max ne veut plus jamais se masturber. Pourquoi tu penses que Max n'a pas eu une bonne expérience? Et donc là, la personne peut répondre, dire « Ah, ben, c'est sûr que si on frotte la peau trop souvent, la peau est irritée. » Ah, ok. Faut utiliser du lubrifiant. Quel type de lubrifiant serait approprié? Donc là, l'histoire sociale permet vraiment de partager plein d'informations, mais d'une façon qui n'est pas du tout gênante parce qu'on parle de Max. On ne parle pas de comment les parents ou comment le professionnel ou comment le jeune se masturbe. On parle de Max ici. Donc ça, c'est très, très utile. 10e histoire. Celle-ci, c'est sur Max ne sait pas où trouver de l'information ou des conseils. Et donc là, on pourrait avoir une histoire sur Max va voir Planned Parenthood en Ontario, va voir un sexologue au Québec, va voir un professionnel de la santé, va voir un ami des parents ou un cousin qui est digne de confiance, plus âgé, qui peut donner de l'information. Donc, il y a toutes sortes de façons de mettre en place du soutien ou des ressources. L'idéal, c'est que la personne avec un trouble neurodéveloppemental sait où aller et sait comment accéder à des préservatifs, c'est un espace sécuritaire pour pouvoir découvrir sa sexualité, un espace qui est clairement défini pour ça. Et ça, c'était ma dernière histoire sociale. Comme vous le voyez, on n'a pas couvert tous les scénarios possibles, mais il pourrait y avoir des scénarios sur l'identité de genre ou l'homophobie ou sur toutes sortes d'autres scénarios. L'important vraiment, c'est que quand vous faites l'histoire sociale, que vous prenez en compte là où la personne est, pour ne pas vraiment forcer un message, mais travailler avec la personne et où ils sont situés. C'est sûr que quand on rentre dans l'intervention, on rentre dans le domaine du clinique, dans le domaine de la psychothérapie. Et c'est là où je vous dirais, n'essayez pas de régler tous les problèmes liés à des comportements ou des situations seuls si vous êtes des parents ou des proches aidants. Consultez avec des psychothérapeutes et des sexologues. Par exemple, au Québec, il y a Isabelle Hainaut qui a une clinique pour l'autisme qui fait du travail exceptionnel. En Ontario, il y a des travailleurs et travailleuses staff qui peuvent vous aider. Il y a des groupes de soutien pour discuter des problèmes et des situations si vous êtes des parents ou proches aidants.
c'est important aussi d'avoir des sources fiables. Des fois, il y a des professionnels en santé mentale qui ne sont pas nécessairement équipés ou à l'aise de parler de sexualité. Donc, si c'est pas la bonne personne, c'est peut-être pas là où la situation va se régler. Il faut que les gens soient à l'aise, il faut que les gens comprennent. Puis, il faut aussi que ça se fasse, ça se déroule dans un environnement sécuritaire. Donc, on va, en tant que professionnel, euh, on ne fait jamais ça tout seul. On est toujours accompagné de minimum deux personnes, sauf si on est dans un contexte de psychothérapie. Là, c'est un petit peu différent. Puis, évidemment, euh, on essaie euh, d'utiliser les outils qui fonctionnent. Donc, si un outil, on l'a essayé, puis ça marche pas, ben on s'acharne pas. Par exemple, il y a des gens qui vont aimer les pictogrammes, il y en a qui vont être trop embarrassés ou trop gênés, l'histoire sociale va fonctionner mieux. Il y a des gens qui ne vont pas vouloir répondre ou participer avec l'histoire sociale, mais vont être très à l'aise avec des jeux avec des cartes ou des fiches qu'on échange. Donc, c'est là où il faut vraiment faire du cas par cas, prendre les forces de la personne et bâtir sur les forces. Si quelqu'un est bon, a peu d'inhibition, par exemple, trouble du spectre de la localisation fétale et n'est pas gêné, ben la personne va se faire des amis très rapidement et va être vulnérable à ces nouvelles amitiés, nouveaux contacts. Mais c'est une force. C'est sûr que c'est une vulnérabilité au niveau du consentement, du respect, des limites de l'intimité. Mais là encore, on voit pas ça comme un défaut, on voit ça comme une force, comme un élément positif pour la personne. Ce qu'il faut travailler, en fait, c'est euh, après de reconnaître les frontières de l'intimité, de reconnaître ce qu'est un bon ami versus un mauvais ami, un bon partenaire versus un mauvais partenaire. Et souvent, ces choses-là sont partagées pour les gens qui sont neurotypiques. Donc, de savoir quand on est dans une bonne ou une mauvaise relation, c'est universel. On fait souvent des erreurs quand c'est le temps de choisir un partenaire sexuel ou romantique. Et dans ce cas-là, c'est juste de prendre en considération le fait que les gens avec un TSAF ont besoin d'un petit peu plus d'aide pour briser en petites étapes et d'explorer dans un contexte et dans des circonstances sécuritaires leur sexualité. Et c'est pas parce qu'ils ont ou qu'elles ont un trouble de développement, un trouble neurodéveloppemental que ces personnes-là n'ont pas le droit d'avoir des blondes, des chums et même une famille. C'est simplement de mettre en place les soutiens et les ressources pour qu'elles puissent le faire de la meilleure façon que possible. Merci beaucoup et je vous souhaite bonne chance dans le reste de votre symposium avec Safera. Merci.